Bienvenue à cette conférence sur le sommeil. Je vais essayer de vous garder éveillé pour la prochaine heure. Et ce que je propose de faire justement pendant cette heure, ça va être de passer d'abord en revue quelques notions de base sur le sommeil normal. Donc, je vais parler des cycles du sommeil. Je vais vraiment essayer de vulgariser le plus possible. Dans un deuxième temps, je vais aborder les liens entre sommeil et sommeil, santé physique et santé mentale. On va voir qu'il y a vraiment des liens dans les deux sens. Si on dort mal, il y a de bonnes chances que ça affecte notre psychologique le lendemain. Et si on a un problème d'anxiété, peut-être de dépression, des inquiétudes, ben, ça risque fort de perturber nos nuits de sommeil. Donc, cette association-là va vraiment dans les deux sens. Dans le premier volet de la conférence, je vais parler beaucoup aussi de manque de sommeil. Les gens pour qui il n'y a jamais assez d'heures dans une journée pour tout faire ce qu'il y a à faire et quand on a besoin de couper quelque part, c'est souvent la période de sommeil qui écope. Donc, ça, c'est un type de problème, mais dans le deuxième volet de la conférence, je vais parler d'un trouble du sommeil qui est très répandu et probablement le trouble du sommeil qui est le plus répandu dans la population, c'est l'insomnie. Donc, je vais parler brièvement de sa nature, ses causes, ses conséquences. On va voir qu'on ne doit pas banaliser ça, l'insomnie ou le manque de sommeil. Et je conclurai avec quelques stratégies pour contrer les difficultés de sommeil et à la fin, je pourrai répondre également à vos questions. Alors, on peut se poser la question dans un premier temps, pourquoi le sommeil est important? On en entend parler quand même pas mal, mais c'est le besoin de dormir, c'est un besoin essentiel. D'ailleurs, c'est un des trois piliers d'une santé globale ou d'une santé durable. Peut-être qu'on entend davantage parler de l'importance d'une bonne nutrition, l'importance de rester actif physiquement, mais le sommeil, c'est vraiment le troisième pilier pour rester en santé. Le sommeil, une bonne nuit de sommeil, ça joue un rôle vital pour notre santé psychologique et physique. On le sait, suite à une bonne nuit de sommeil, il y a de meilleures chances qu'on soit plus vigilant pendant la journée, qu'on ait des relations plus harmonieuses et aussi un bien-être psychologique le jour. Si on inverse ça, une nuit de sommeil perturbée va nous rendre plus somnolents, plus difficulté à rester attentif. Peut-être que nos relations ne seront pas si harmonieuses avec nos collègues de travail, avec les membres de notre famille. Donc, dans ce sens-là, le sommeil joue un rôle vraiment très important au niveau du bien-être psychologique de l'individu. Sur le plan physique, le sommeil joue un rôle très important pour qu'on reste en santé, mais aussi en période de difficultés, de problèmes d'ordre médical. Le sommeil joue un rôle très important dans la récupération et même pour faire face à certains virus. Tout à l'heure, j'ouvrirai une parenthèse sur les problèmes de sommeil pendant la pandémie, mais une bonne nuit de sommeil joue un rôle important pour se protéger. Donc, ça a un rôle important dans le système immunitaire. Et on peut même dire que ça contribue à une plus longue espérance de vie. Les gens qui dorment très, très peu ou qui dorment beaucoup ont une moins longue espérance de vie que les gens qui dorment juste bien assez pour combler leurs besoins. Donc, premier volet, de quoi est faite une nuit de sommeil normale chez une personne qui n'a pas de problème de sommeil? Donc, pour bien lire cette illustration-là, on regarde ici sur l'axe vertical, il y a différents stades de sommeil et sur l'axe horizontal, on a les heures au cours de la nuit. Donc, c'est assez facile à lire. On a tout simplement qu'à descendre le petit escalier. Ici, cette personne-là prend quoi? 15-20 minutes à s'endormir, puis après ça, elle passe dans un stade de sommeil très léger. Le stade 1, c'est un stade de sommeil qui fait le pont, la transition entre l'éveil et un sommeil un petit peu plus profond qu'on va définir par le stade 2. Et après ça, après avoir passé encore peut-être une vingtaine de minutes en stade 2, on va par la suite passer au stade 3 et les stades 4. Donc, les stades 3 et 4, c'est vraiment les stades de sommeil les plus profonds. À partir de ces stades de sommeil-là, c'est très difficile
de se réveiller. Si on a un appel téléphonique au cours de la nuit, ça va prendre beaucoup plus de sonneries avant de sortir de notre sommeil si ça se produit au cours des stades 3 et 4, comparativement au stade 1, qui est vraiment une période de transition. En fait, on définit ces stades de sommeil-là par nos tracés du cerveau, des ondes du cerveau. Et à plusieurs reprises, même lorsque les tracés indiquent qu'une personne est en stade 1, cette personne-là, subjectivement, peut avoir l'impression d'être éveillée. Donc, ça nous joue des tours, des fois, chez les personnes qui se plaignent d'insomnie. Si on évalue leur sommeil à la clinique du sommeil, on se rend compte que assez souvent, ces personnes-là dorment un peu plus que ce qu'elles perçoivent. C'est pas parce qu'elles veulent attirer notre attention ou notre sympathie, mais c'est vraiment comment elles perçoivent leur sommeil. Donc, ce qu'on peut dire aussi de cette nuit de sommeil ici, c'est que le sommeil profond prédomine dans le premier tiers de la nuit, alors que ici, les bandes orangées, ça représente le sommeil paradoxal ou le sommeil de rêve. De l'anglais, on appelle ça le sommeil REM pour Rapid Eye Movement. Pendant ces périodes de sommeil, non seulement on a une activité cognitive très intense à cause de l'imagerie qui accompagne nos rêves, mais également il y a des mouvements oculaires rapides qui se produisent. Donc le sommeil profond prédomine dans le premier tiers de la nuit et le sommeil de rêve devient beaucoup plus prononcé à mesure que la nuit progresse. Donc, on voit ici que cette personne-là passe à peu près 50% de son temps en stade 2, qui est un sommeil très bien, mais qui est moins profond que les stades 3 et 4 et plus profond que le stade 1. Donc, ça, c'est une nuit typique de sommeil chez un adulte qui n'a pas de problème de sommeil, qui ne prend pas de médicaments, qui ne souffre pas de problèmes de santé mentale ou physique. Et j'ai bien dit chez un jeune adulte qui dort de nuit et qui est éveillé de jour, qui travaille de jour. Tous ces facteurs-là qui concernent les horaires de travail, qui concernent l'âge, vont avoir un impact sur la qualité et la durée du sommeil. Et le facteur le plus important qui va altérer les cycles du sommeil, bien, c'est le vieillissement. Qu'on le veuille ou non, en vieillissant, notre sommeil perd un peu de sa qualité. On le voit ici sur cette illustration. On voit au bas de l'illustration, c'est les décennies au cours de la vie. Puis sur l'axe vertical, c'est la proportion de temps pour chaque nuit de sommeil qu'on passe dans chacun des stades que je viens de décrire. J'ai dit que les stades 3 et 4 représentaient le sommeil le plus profond, mais on peut voir que la proportion de temps passé en sommeil profond diminue en vieillissant. Et ça ne se produit pas à 65 ans lorsqu'on est sur le point de prendre notre retraite. On peut voir que c'est un processus très graduel. Et en même temps qu'on perd en sommeil profond, c'est remplacé par un sommeil plus léger. Donc, déjà dans la quarantaine, la cinquantaine, ça devient plus prononcé. On dit que le sommeil est plus fragile à cet âge-là. Si à 20 ans, on est en mesure de dormir un peu dans toutes sortes de situations, de circonstances, bien disons qu'on doit peut-être faire un peu plus d'efforts pour protéger notre sommeil dès la quarantaine, la cinquantaine, et la fragilité du sommeil s'accentue en vieillissant. C'est pas nécessairement le besoin de dormir qui diminue avec le vieillissement, c'est la capacité de dormir. Et ça, c'est en lien direct avec les neurones, la perte de cellules au niveau du cerveau qui fait que notre sommeil est de moins bonne qualité. Une des questions qui nous est souvent posée, peut-être la plus fréquente aux experts du sommeil, c'est combien d'heures de sommeil a-t-on besoin pour rester en santé? La réponse courte ici, c'est autour de 8 heures. On pourrait dire, pour la plupart des adultes, c'est entre 7 et 9 heures, mais c'est pas la même quantité pour tout le monde. Il y a des différences individuelles. Il y a des personnes qui s'en tirent très bien avec 6 heures par nuit sans en subir de conséquences le lendemain. D'autres personnes peut-être auront besoin de 10 heures de sommeil pour être reposées et alertes pendant toute la journée. Donc, ça, c'est des moyennes et il peut y avoir certaines variations, des différences individuelles. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se faire croire qu'ils peuvent fonctionner avec 4-5 heures de sommeil par nuit, mais au final, lorsqu'ils ont l'opportunité de faire une sieste, ils s'endorment dans le temps de le dire.
et ça peut être une indication qu'ils n'ont pas suffisamment de sommeil. On voit aussi que chez les enfants, lorsqu'on est en pleine maturation, en pleine période de croissance, on a besoin de plus d'heures de sommeil que chez l'adulte. Et c'est aussi vrai chez les ados. Nos ados sont souvent en privation de sommeil importante, ont des vies sociales très actives, sont très actifs aussi sur les réseaux sociaux, sur les appareils électroniques. Donc, tout ça peut contribuer à un manque de sommeil chez les adolescents. Le manque de sommeil, c'est un mal qui est très répandu. Et ici, quand on parle de manque de sommeil, c'est pas à cause d'un trouble du sommeil, c'est à cause justement des horaires trop chargés. Mais au final, c'est la personne qui se cause ce problème elle-même, soit en raison d'obligations professionnelles, en raison d'obligations familiales et bien d'autres facteurs. Mais on regarde ici quelques statistiques qui ont été dérivé d'une enquête menée auprès d'un échantillon canadien. On voit que près de 60% des adultes qui disent être en manque de sommeil. Et c'est plus fréquent chez les femmes de 30 à 45 ans, peut-être parce que c'est ce groupe-là qui occupe souvent une double responsabilité, responsabilité professionnelle et responsabilité familiale. Il y a plus du 2 tiers de l'échantillon sondé ici qui qui aimeraient avoir une meilleure qualité de sommeil. Donc, ils ne sont pas vraiment satisfaits de la qualité de leur sommeil. 71% qui indiquent que le sommeil est la première chose qu'ils sacrifient quand ils manquent de temps. Donc, c'est un peu paradoxal. Les gens ont l'impression qu'ils sont en manque de sommeil, ils aimeraient avoir une meilleure qualité de sommeil, mais quand ils manquent de temps à la fin de la journée, c'est la période de sommeil qui écope. On ne fait pas toujours les bonnes choses pour assurer qu'on aille chercher le nombre d'heures de sommeil dont notre système a besoin pour rester en santé. Et justement, pour ce qui est des causes probables du manque de sommeil, eh bien, les obligations, comme je viens de le mentionner, le stress, l'anxiété, la dépression, tout comme pour l'insomnie, c'est souvent une des causes principales pour expliquer le manque de sommeil. Les problèmes médicaux, surtout la douleur, l'inconfort physique. Les gens qui travaillent sur des horaires atypiques, que ce soit les travailleurs de nuit ou d'autres groupes de travailleurs, ces gens-là sont en grand manque de sommeil parce qu'on n'arrive jamais à aller chercher le nombre d'heures de sommeil qu'on a besoin lorsqu'on dort de jour comparativement à lorsqu'on dort de nuit. Nous, les humains, on est fait pour dormir de nuit. Il y a bien d'autres espèces qui fonctionnent à l'inverse, mais disons que dès le moment où on va à l'encontre de Mère Nature, ça devient plus difficile sur le plan sommeil. Et il y a d'autres facteurs qui peuvent contribuer également au manque de sommeil. J'ai parlé tout à l'heure des écrans, mais c'est clair qu'il y a un lien très étroit entre le nombre d'heures qu'on passe, je parle ici en soirée, sur nos appareils électroniques, que ce soit téléviseurs, cellulaires, tablettes, et les risques d'avoir des difficultés de sommeil la nuit qui suit. On a tendance un peu à banaliser les effets du manque de sommeil ou de l'insomnie. Pourtant, on a beaucoup de données dérivées de la recherche scientifique qui nous renseignent justement sur les conséquences du manque de sommeil. Donc, on n'a qu'à passer une nuit blanche pour se rendre compte à quel point on a besoin de notre sommeil pour rester alerte pendant la journée. Donc, la première conséquence du manque de sommeil, c'est la fatigue, c'est la baisse d'énergie, problème d'attention, de concentration, on n'est pas capable de focuser sur un discours ou sur une tâche particulière. Ça a également un impact sur l'humeur. Je l'ai mentionné en début de conférence et je vais y revenir à quelques reprises à l'effet que si on dort mal, ça a des conséquences sur notre humeur. La première conséquence, c'est habituellement d'abaisser notre seuil de tolérance à la frustration. On devient plus irritable, l'humeur est plus changeante, plus fragile. Et dans le long cours, les personnes qui dorment pas suffisamment ou celles qui font de l'insomnie chronique, ces personnes-là sont à risque accru d'éventuellement développer une dépression, carrément être dans un état dépressif, même si ces personnes-là n'ont aucun antécédent sur le plan des problèmes de l'humeur. Le manque de sommeil ou l'insomnie chronique peuvent accroître les risques de faire éventuellement une dépression. Au niveau de la santé physique,
le manque de sommeil est bien associé avec des risques de faire de l'embonpoint, obésité, hypertension. La nuit, on produit plusieurs hormones, dont une qui s'appelle la leptine. Et c'est une hormone qui nous aide à contrôler notre appétit, ça. Si on dort peu, donc on produit moins de cette hormone-là et il y a plus de risques de faire de l'embonpoint parce qu'on va consommer davantage d'aliments. Donc, c'est vraiment les études longitudinales qui nous renseignent sur ces facteurs-là. Et aussi, il y a un impact très net sur la sécurité publique. On l'oublie souvent, ça, mais lorsqu'on est en manque de sommeil, le fait qu'on est capable, on a une moins bonne capacité d'attention soutenue, bien, ça augmente les risques d'accidents sur les routes, mais aussi au travail. Ça a été clairement démontré dans plusieurs études que les travailleurs en milieu hospitalier qui font des doubles quarts de travail ou encore les médecins qui sont de garde pendant 25-35 heures de temps, c'est clair que le niveau d'attention n'est pas le même et il y a plus de risques d'accident ou d'erreur médicale à ce moment-là. Peut-être juste une petite étude ici pour illustrer l'impact du manque de sommeil ou l'impact d'une prolongation de l'état de veille. Donc ici, on a recruté des participants pour une petite étude où on plaçait les participants devant leur écran d'ordinateur et on leur demandait, par exemple, d'appuyer sur la lettre C, mais seulement lorsque il voyait apparaître à l'écran la lettre X de couleur rouge et précédée par la lettre A. Donc, vous voyez, ça demande quand même une certaine capacité d'attention soutenue pour éviter de faire des erreurs et de réagir le plus rapidement possible. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est la performance des participants à cette étude-là jusqu'à concurrence de 20 heures d'éveil consécutif. Donc, si on s'est réveillé ce matin à 6 heures, jusqu'à 1 heure ou 2 de la nuit prochaine, la performance serait quand même relativement bonne. Mais on peut voir que par la suite, lorsque ça fait 21 heures et plus qu'on est éveillé consécutivement, bien, la performance diminue de manière drastique à un tel point qu'on estime qu'après 21 heures d'éveil, la performance est équivalente à celle d'une personne qui aura un taux d'alcool de 0,08. Donc, quand on dit qu'on ne doit pas prendre le manque de sommeil à la légère, ben, c'est un exemple. Si on est assis devant un ordinateur, les conséquences ne sont pas très sérieuses. Mais si on est sur la route et qu'on doit se déplacer, ben, le manque de sommeil doit vraiment être pris en considération avant de faire de longues périodes de conduite automobile ou d'autres véhicules. Et le meilleur remède au manque de sommeil, bien, c'est le sommeil. Dans ce contexte-là, la sieste peut être extrêmement bénéfique pour les personnes qui ont accumulé une dette de sommeil. Mais il y a quand même certains paramètres à respecter si on veut bénéficier de cette sieste-là. On sait qu'une sieste va améliorer l'attention, la vigilance et le rendement au cours des heures subséquentes. Mais il faut faire attention à la durée et au moment où on fait la sieste. La durée optimale d'une sieste, c'est à peu près 20 minutes, plus ou moins 5 ou 10, là, mais c'est vraiment, avec une sieste de cette durée-là, on va embêter les heures qui vont suivre. Mais c'est aussi préférable de la faire avant 16 heures en après-midi. Parce que c'est pour ça un peu qu'on déconseille les siestes chez les personnes qui font de l'insomnie. Souvent, ils vont faire une sieste en revenant du travail ou pire en soirée. Mais si la sieste est trop rapprochée de l'heure de notre période de sommeil habituelle, bien, ça va réduire la pression physiologique du besoin de dormir. Donc, c'est pour ça une courte sieste et avant 16 heures en après-midi. Pourquoi courte? Bien, si on la fait plus longue, on va probablement aller dans un sommeil très profond. Ça va être plus difficile de reprendre nos activités pendant la journée. Parce qu'on va avoir une période, un peu ce qu'on appelle une période d'ivresse du sommeil. On est tellement endormi profondément que ça prend plusieurs minutes avant de pouvoir reprendre nos activités. Donc, la sieste, c'est vraiment le meilleur remède pour le manque de sommeil, mais pas pour l'insomnie. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure.
J'ouvre une parenthèse ici pour vous parler des problèmes de sommeil qu'on a sondés pendant la période de pandémie et qu'on sonde encore. Il y a eu énormément d'enquêtes qui ont été menées à travers le monde pour documenter quel était l'impact du confinement, quel était l'impact du télétravail, quel était l'impact du stress causé par la pandémie et la COVID-19. Nous-mêmes, à l'Université Laval, notre équipe a participé à des enquêtes internationales pour documenter ce phénomène-là. Et ce qu'on a observé, sans aller dans le détail des résultats, c'est que la plupart des gens ont rapporté une moins bonne qualité de sommeil, surtout en début de pandémie, quand il y avait beaucoup d'incertitudes à savoir comment on va arriver à surmonter cette pandémie-là. C'était un événement de vie que personne d'entre nous n'avait vécu auparavant. Donc, c'est un événement de vie stressant pour plusieurs personnes. Donc, on a observé que beaucoup de gens se plaignaient d'une moins bonne qualité de sommeil. Les taux de prévalence et d'incidence d'insomnie ont presque triplé surtout pendant la première et la deuxième vague de la COVID-19. On peut dire peut-être que une fois que les gens se sont un peu habitués à l'élément nouveauté de cette pandémie et qui ont développé des moyens pour y faire face, dès le moment où on a su qu'il y avait des vaccins qui fonctionnaient, ben, disons que le niveau de stress a peut-être baissé. Mais quand même, l'insomnie a vraiment doublé ou triplé en début de pandémie. Ce qu'on a aussi observé avec le télétravail, c'est que les gens avaient tendance à déplacer plus tardivement leur horaire de sommeil. Donc, au lieu d'aller se coucher, je ne sais pas moi, à 21h30, 22h, les gens avaient tendance à aller se coucher plus tard. Et par le fait même, vu qu'il n'y avait pas à se déplacer au travail, ils se levaient un peu plus tard. Donc, pour certaines personnes, ça leur a permis de refaire le plein de sommeil, surtout pour les personnes en télétravail et qui étaient en manque de sommeil. Pour d'autres, par contre, ça ne les a pas aidés. Le fait même de passer plus de temps au lit a en fait diminué ce qu'on appelle l'efficacité ou même la qualité de leur sommeil. Donc, c'est pas toujours en passant plus de temps au lit qu'on va avoir une meilleure qualité ou une durée plus longue de sommeil. Et j'y reviendrai tout à l'heure lorsque je parlerai d'insomnie. Mais disons que ce sont des phénomènes qu'on a observés pendant la pandémie. Il y a des chercheurs qui sont beaucoup intéressés aux rêves aussi et les taux la prévalence des cauchemars était très, très élevée également. Surtout dans la première vague. Et quand on a réussi à sonder des patients qui ont été atteints de la COVID-19 et qui ont fait un séjour en soins intensifs, encore pire, intubés, ces gens-là, souvent, se sont réveillés avec des cauchemars atroces et même presque dans un état de stress post-traumatique. Donc, le lien ici entre problèmes de sommeil et état psychologique était très, très fort. Juste pour illustrer ici la préoccupation pour le sommeil au début de la pandémie. Ici, ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est le nombre de recherches sur Google pour le mot insomnia. Donc, on peut voir ici la fréquence de ces recherches-là dans les mois qui ont précédé le début de la pandémie et à partir de la mi-mars 2020, on voit ici la hausse quand même assez fulgurante de recherches pour le mot insomnie ou sommeil. J'imagine qu'il y a d'autres résultats aussi qui portent plus spécifiquement sur le sommeil, mais pour le mot insomnie, donc il y avait certainement une préoccupation accrue en début de pandémie pour les problèmes de sommeil. Et j'ai mentionné que le stress pouvait être un facteur, mais ce qu'on a observé aussi, c'est que les gens qui vivaient soit seuls ou les gens qui avaient plus de 5 personnes dans la même maisonnée avaient plus de problèmes de sommeil. Donc, probablement pour différentes raisons. Si on a des jeunes enfants à la maison puis qu'on n'arrive pas à trouver le temps pour faire notre travail et qu'on doit superviser les activités des enfants, mais ça peut aussi ajouter au stress. Mais en tout début de pandémie, lorsqu'on était confiné, il est clair que
on avait moins d'exposition à la lumière du jour qui contribue énormément à réguler nos cycles de veille et de sommeil. Et ça peut avoir contribué également à une hausse des difficultés de sommeil. Donc, j'enchaîne avec le deuxième volet de la conférence. Le premier volet, ça portait sur le sommeil. C'est quoi le sommeil normal? Le manque de sommeil, les conséquences du manque de sommeil. Là, j'aborde le volet insomnie. L'insomnie, c'est le trouble de sommeil qui touche le plus grand nombre de personnes dans la population. On estime qu'environ 10% de la population présente un trouble d'insomnie et un autre 20 à 25% rapportent des symptômes occasionnels, soit de difficultés d'endormissement au début de la nuit, soit des réveils nocturnes qui sont fréquents ou prolongés, ou enfin des réveils précoces le matin. Donc ça, c'est les trois symptômes classiques de l'insomnie. Mais l'insomnie, c'est pas un problème nocturne seulement, c'est un problème qui se manifeste sur toute la période de 24 heures. Et c'est pour ça que pour poser un diagnostic d'insomnie, ben, il doit y avoir également une perception, du moins, de difficultés de fonctionnement la journée qui sont attribuables au manque de sommeil ou aux difficultés de sommeil pendant la nuit. Et encore ici, on voit que c'est semblable aux conséquences du manque de sommeil, fatigue, humeur, problèmes d'attention, de concentration. Et ici, il faut faire une distinction quand même. La nuance est importante. Mais on pense souvent que les personnes qui font de l'insomnie sont en grande privation de sommeil, mais pas nécessairement. Parce qu'ici, le problème de sommeil se manifeste en dépit d'avoir l'opportunité de dormir. Donc, la personne a l'opportunité de dormir, mais elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors que le manque de sommeil, c'est pas tout simplement parce qu'une personne ne donne pas toute la priorité qui devrait revenir à la période de sommeil. Donc, c'est une nuance qui est quand même importante. À partir de quel moment on parle de difficulté d'endormissement? Donc, c'est des critères un peu arbitraires, mais si ça prend régulièrement plus de 30 minutes à s'endormir, ou si on est réveillé pour plus de 30 minutes au cours de la nuit, que ça se produit 3 nuits ou plus par semaine et que ça persiste au-delà de 3 mois, là, on va parler d'insomnie chronique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ignore un problème qui est moins fréquent ou qui est plus ponctuel, mais ici, on va faire la distinction entre insomnie chronique et justement insomnie transitoire. Il y a des facteurs de vulnérabilité pour l'insomnie. Certains facteurs sont familiaux, d'autres sont psychologiques et d'autres sont biologiques. Premièrement, l'insomnie, je dis qu'elle touche environ 10% de la population sur une base chronique. C'est un problème qui est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Certainement qu'au moment de la ménopause, il y a des changements hormonaux qui prédisposent à avoir des difficultés de sommeil. Il y a d'autres troubles du sommeil comme l'apnée du sommeil qui est beaucoup plus répandue chez les hommes. J'ai déjà parlé qu'en vieillissant, le sommeil devient un peu plus fragile. Alors, le vieillissement en soi est un facteur de risque. L'insomnie aussi, souvent, c'est d'origine familiale, pas nécessairement héréditaire, c'est pas nécessairement écrit dans les gènes. Des fois, on peut l'apprendre à réagir de façon qui n'est pas toujours adaptée à une ou deux mauvaises nuits de sommeil et ça fait rapidement boule de neige et ça entraîne une troisième, une quatrième nuit. La fameuse anxiété de performance qui s'installe rapidement lorsqu'on n'arrive pas à trouver le sommeil. Pour ce qui est des facteurs de vulnérabilité sur le plan psychologique, il est clair qu'une personne qui a un tempérament anxieux, qui s'inquiète beaucoup le jour, va avoir de la difficulté à laisser les inquiétudes à l'extérieur de la chambre à coucher au moment d'aller au lit le soir. Ce qu'on observe aussi, c'est que les personnes qui souffrent d'insomnie ont souvent un style de personnalité qui est un peu perfectionniste et ça peut engendrer un risque accru de faire de l'insomnie. Il y a plusieurs autres facteurs aussi. Il n'y a pas seulement un profil qui prédispose à l'insomnie, mais disons que sur le plan psychologique, ce sont des facteurs qu'on retrouve assez souvent. Sur le plan biologique, j'ai mentionné les facteurs hormonaux.
Mais il y a une forme d'hyperactivation physiologique qu'on retrouve également chez les personnes qui font de l'insomnie. En fait, je dirais que c'est probablement une des caractéristiques centrales, l'hyperactivation. Elle peut se manifester sur le plan physiologique, mais elle peut aussi se manifester sur le plan cognitif ou sur le plan mental. Beaucoup de gens vont se coucher le soir et disent, ben, c'est à ce moment-là que le petit hamster se met en marche et là, mon esprit s'active. Et évidemment, ça va augmenter les risques de faire de l'insomnie. Et pour ce qui est de la réactivité au stress, plusieurs personnes pensent que les gens qui font de l'insomnie, ben, c'est tout simplement des gens qui vivent davantage de stress dans leur vie. On peut penser que oui, il y a une certaine vérité là-dedans, mais ce qu'on observe dans nos études, c'est pas nécessairement le nombre d'événements stressants qui prédisposent certaines personnes à faire de l'insomnie, c'est plutôt leur moins bonne capacité à gérer le stress lorsqu'il se présente pendant la journée. Et c'est ce qui fait souvent qu'ils vont amener ces inquiétudes-là au lit et que ça va perturber leur sommeil. Donc voilà, c'est des facteurs de vulnérabilité, mais qu'on ait un facteur ou l'autre, on n'est pas condamné, si vous me permettez l'expression, à développer de l'insomnie. Habituellement, ça prend un événement de vie qui va déclencher l'insomnie. Donc, ça pourrait être la pandémie, ça peut être un décès, ça peut être une rupture amoureuse. Mais habituellement, les gens qui avaient un bon sommeil au départ vont retrouver un sommeil normal une fois que l'élément déclencheur s'estompe. Pour d'autres, peut-être ceux qui sont plus vulnérables au départ, c'est comme si l'insomnie développait sa propre vie. Même lorsque l'élément déclencheur disparaît, ces gens-là continuent d'avoir des difficultés de sommeil et s'inquiètent du fait qu'ils ne dorment pas et des conséquences probables de l'insomnie. Ils ne s'inquiètent plus de ce qui a déclenché leur problème de sommeil au départ. Mais là, c'est vraiment, il y a comme une forme d'obsession qui se développe par rapport à l'incapacité de dormir et à l'impact que ça a sur le fonctionnement diurne. Et ça devient un cercle vicieux, une anxiété de performance. Et on verra tout à l'heure comment on peut court-circuiter ce cercle vicieux-là. Je vais passer à l'autre. Je mentionnais tout à l'heure qu'on a tendance à banaliser le manque de sommeil, mais on a longtemps eu tendance aussi à banaliser l'insomnie. Il n'y avait pas beaucoup de sympathie pour les gens qui font de l'insomnie. Disons qu'aujourd'hui, on a un peu plus d'informations. Avec les études longitudinales, j'ai déjà mentionné les risques accrus de dépression qui sont clairement documentés. Avant, on pensait qu'une personne qui souffrait d'insomnie, ben, c'était probablement juste un symptôme de dépression et qu'on avait seulement qu'à traiter la dépression, que ça allait régler le problème de sommeil. Aujourd'hui, on se rend compte avec toutes les études scientifiques que lorsqu'une personne présente à la fois insomnie et dépression, si on traite uniquement la dépression, le symptôme résiduel le plus fréquent, c'est le problème de sommeil. Et la persistance de ces difficultés de sommeil augmente les risques de rechute de la dépression. Donc, il y a vraiment eu un changement de paradigme au cours de la dernière décennie. Et maintenant, ce qu'on enseigne, c'est si une personne présente un problème de sommeil, qu'il soit accompagné ou non d'un autre trouble anxieux, dépressif, on doit traiter les deux problèmes et ne plus assumer qu'en traitant la dépression ou l'anxiété, ça va régler le problème de sommeil. Donc, ça, c'est vraiment important parce que c'est un changement de paradigme qui s'est installé au cours des dernières années avec l'avenue de nouvelles données d'études scientifiques. Donc, on ne doit pas minimiser l'impact de l'insomnie parce que ça a vraiment des impacts importants au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé physique. J'ai déjà mentionné ceux sur la sécurité publique, mais aussi la santé au travail. Souvent, l'insomnie est noyée dans le fameux épuisement professionnel, mais là aussi, si une personne a des problèmes de sommeil, que ce soit associé ou non à un épuisement professionnel, on devrait cibler directement le sommeil dans l'intervention qui sera planifiée. Donc, ça nous amène justement aux options thérapeutiques.
qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on souffre d'insomnie? Je ne parle pas de l'insomnie là, très ponctuelle. Il y a des gens qui ont une insomnie qu'on dit l'insomnie du dimanche soir. Ils dorment bien les autres nuits, mais peut-être parce qu'ils font une sieste la fin de semaine ou qu'ils se lèvent trop tard ou qu'il y a un peu d'anxiété par rapport au travail, au retour au travail le lundi. Ces gens-là font de l'insomnie surtout le dimanche soir, mais le reste de la semaine, ça va bien. Donc, c'est un cas particulier, ça, mais les gens qui souffrent d'insomnie, là, nuit après nuit, ça a vraiment un impact et on doit intervenir avant que ça devienne trop chronique. Il y a trois grandes classes d'intervention. Je vais vous parler surtout de ce qu'on appelle la thérapie cognitive comportementale. Mais je vais dire quelques mots aussi au niveau des médicaments, parce on est quand même, malheureusement, on est assez fort sur les médicaments au Québec, au Canada, donc assez fort dans le sens où on en utilise beaucoup, beaucoup trop à mon avis. Et il y a aussi des approches dites complémentaires alternatives où on a quand même moins de données. Elles sont très populaires. Les traitements à base de plantes comme la valériane, les suppléments diététiques, l'acupuncture. On commence à avoir quelques données, mais c'est vraiment pas vers ça qu'on devrait se diriger en premier recours. En fait, lorsque les gens développent de l'insomnie, la première chose qu'ils font lorsqu'ils décident de prendre une action, c'est de se rendre à la pharmacie et de se trouver un produit sans ordonnance. C'est habituellement la première démarche. C'est pas une démarche qui est très efficace parce que tous ces produits-là disponibles sans ordonnance contiennent ce qu'on appelle un antihistaminique. Est-ce que c'est ce qu'on retrouve dans le Benadryl? Si on a pris du Benadryl pour des allergies ou autres maux similaires, on a souvent ressenti une somnolence. Eh bien, il y a des compagnies qui vont vendre des produits comme le Nitol, le Sominex, le Tylenol PM, et tous ces produits-là contiennent le même ingrédient. Et même s'ils produisent une certaine somnolence, comme effet secondaire, c'est d'une très peu d'utilité pour traiter les problèmes d'insomnie. Alors, qu'est-ce qu'il y en est si on doit utiliser un somnifère? Donc, une fois qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas, on va peut-être en parler à notre médecin de famille. Et il y a plusieurs classes de médicaments qui sont disponibles pour traiter l'insomnie. Je dois dire d'emblée que les médicaments qui sont disponibles aujourd'hui sont quand même beaucoup plus sécuritaires que ce qu'on avait il y a 20, 25, 30 ans, où les risques d'effets secondaires étaient beaucoup plus prononcés. C'est sûr qu'avec tout médicament, il y a toujours des risques d'effets secondaires, mais disons que les médicaments disponibles aujourd'hui sont quand même plus sécuritaires. Est-ce qu'on sait des médicaments, que ce soit l'Ativan, le Restoril, le Dalman, tous ces médicaments-là, ou des plus récents, on parle ici du Rovan ou Imovan, ou encore le Sublinox, où il y en a un tout nouveau sur le marché qui s'appelle le Devigo. Donc, ces produits-là peuvent très bien fonctionner à court terme. Et c'est vraiment, il faut souligner le mot court terme, le mettre en caractère gras parce que dès le moment où on les utilise nuit après nuit sur une période prolongée, la plupart de ces médicaments-là vont perdre de leur efficacité. Si on veut préserver l'efficacité, on va augmenter la posologie. Ça va fonctionner pendant un certain temps, mais à un moment donné, on ne peut plus augmenter la posologie pour que ce soit sécuritaire. Donc, on se retrouve dans un cul-de-sac. On a atteint la posologie maximale, mais si on cesse de prendre la médication, souvent on le fait trop rapidement, les problèmes de sommeil refont surface et des fois pire que ce qu'ils étaient au départ. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir un peu les somnifères. C'est comme une bouée de secours lorsqu'on est vraiment dans une période creuse, on ne voit pas le jour, comment on va s'en sortir. Peut-être que ça peut avoir une certaine utilité. Mais les médicaments ont des effets pervers aussi, il y a des effets secondaires, il y a des risques de tolérance ou d'habituation, comme je viens de décrire. Il y a toujours un certain risque de dépendance. C'est souvent une dépendance qui est plus psychologique que physique, mais quand même, il y a une dépendance qui peut s'installer si on utilise ces médicaments-là sur une longue période. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? S'il y a autre chose à faire pour nous aider à contrer les problèmes de sommeil que de compter des moutons? Mais oui, il y a d'autres choses qu'on peut faire. D'abord, il faut avoir de saines habitudes de sommeil. Donc, il faut faire de notre sommeil une priorité.
au même titre que notre alimentation, notre activité physique. Il faut vraiment en faire une priorité. Et dans ce sens-là, il faut réserver une période d'au moins 7 à 8 heures par nuit pour le sommeil. Ça, c'est lorsqu'on est en manque de sommeil. Euh, pour l'insomnie, ben, des fois, il faut prendre une démarche un petit peu inverse. Les gens qui font de l'insomnie ont tendance à rester peut-être au lit trop tard le matin, à vouloir aller se coucher trop tôt le soir, juste pour être certain qu'ils vont dormir à l'heure souhaitée, alors que de passer trop de temps au lit, ça peut en fait exacerber le problème de sommeil. Donc, une des premières recommandations qu'on fait aux gens qui souffrent d'insomnie, c'est de compresser leur fenêtre de sommeil. Si habituellement ils vont se coucher vers 11 heures, ils se lèvent à 7 heures le matin, donc ça fait une période de sommeil d'à peu près 8 heures, mais s'ils dorment seulement 6 de ces 8 heures-là, bien, il y a 2 heures d'éveil. Donc, ce qu'on recommande, ça va être de compresser la fenêtre de sommeil à une période plus courte. Peut-être aller se coucher un peu plus tard, se lever un peu plus tôt. Et après une semaine, si la qualité ou l'efficience du sommeil s'est améliorée, donc là, on peut ajouter un petit bloc de 15 minutes, 20 minutes. Mais au départ, il faut briser ce cercle vicieux-là. Et une façon de faire, c'est en compressant la fenêtre de sommeil. Ça va augmenter la pression physiologique ou homéostasique du besoin de dormir. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire. Aussi, on ne peut pas travailler physiquement ou mentalement jusqu'à la dernière minute, éteindre les lumières et espérer que notre cerveau va se mettre en mode sommeil. Il faut allouer une période de détente d'au moins 1 heure avant d'aller au lit. Et ce que ça veut dire, ça veut dire de mettre les appareils électroniques de côté, si on fait une activité de détente ou que ce soit regarder la télé, ou ça pourrait à la limite être sur les réseaux sociaux. Mais il faut vraiment qu'il y ait une période de détente avant d'aller au lit. C'est important aussi de réserver le lit, la chambre à coucher pour le sommeil. Pendant la pandémie, il y a plusieurs personnes qui ont fait de leur chambre à coucher un bureau ou un quartier général, de telle sorte que cet environnement-là n'était plus associé avec le sommeil, mais il était associé à toutes sortes d'activités d'éveil. Les ados les ados, même les enfants qui avaient une station de travail dans leur chambre à coucher, c'est pas toujours une bonne chose à faire si on est vulnérable à faire de l'insomnie. J'ai déjà parlé de l'impact négatif des appareils électroniques. Il faut les garder hors de portée au coucher et pendant toute la nuit. Euh, Qu'est-ce qu'une personne fait habituellement lorsqu'elle se réveille dans le milieu de la nuit? Une personne qui fait de l'insomnie. Première chose qu'elle va faire, elle va regarder quelle heure il est et après ça, combien il me reste d'heures de sommeil. Ce qu'on recommande, c'est de couvrir. Une fois qu'on a réglé notre réveil de matin, on le couvre et on ne le regarde pas jusqu'à ce que l'alarme se déclenche le lendemain. Beaucoup de gens vont dire, j'ai même pas besoin d'alarme, moi je me réveille automatiquement. Ben, nous, on recommande de régler l'alarme pour s'enlever ça de l'esprit et de savoir qu'on ne passera pas tout droit. Notre réveil est réglé et on va se réveiller lorsque ce sera nécessaire de le faire. Maintenir un horaire de sommeil régulier, aussi très important, parce que si on fluctue trop l'heure du coucher, l'heure du lever, ben, c'est pas bon pour notre cycle de sommeil. Donc, c'est préférable de se lever à la même heure chaque matin, surtout le réveil, à chaque heure, à tous les matins, peu importe le nombre d'heures de sommeil qu'on a obtenu la nuit précédente. Pour ce qui est des siestes, contrairement à la personne qui est en manque de sommeil, une personne qui fait de l'insomnie, ben, on déconseille la sieste. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben moi, je me sens somnolent dans la soirée, ou en fait vont s'endormir involontairement pendant la soirée, justement quand ils essaient pas de dormir. Puis là, ils vont se diriger vers la chambre à coucher, ils vont dire, ben là, c'est comme si les lumières s'allumaient, je deviens complètement excité, là, puis j'arrive pas à trouver le sommeil. À ce moment-là, on leur demande de ne pas forcer la note. S'ils n'arrivent pas à trouver le sommeil à l'intérieur de 15-20 minutes, il est préférable de sortir du lit, aller dans une autre pièce et revenir uniquement lorsqu'on a sommeil. Plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais c'est vraiment une bonne façon de se reconditionner positivement au sommeil parce que
La plupart des gens qui font de l'insomnie chronique en sont venus associer le lit et la chambre à coucher, l'heure du coucher, avec la frustration de ne pas dormir. Donc, on essaie de briser ce cycle infernal-là. Évidemment, il faut éviter les stimulants, particulièrement dans la caféine en soirée. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. L'alcool, c'est un dépresseur du système nerveux central, donc c'est à proscrire, même si pour une personne qui est anxieuse ou tendue, ça va l'aider à relaxer, peut-être à s'endormir plus rapidement. Bien, dans la deuxième moitié de nuit, il va y avoir comme un effet, un mini-syndrome de sevrage et le sommeil va être beaucoup plus perturbé. Je ne parle pas du petit verre de vin à l'heure du coucher, mais une personne qui utilise l'alcool pour s'endormir, là, c'est vraiment pas recommandé. Pour ce qui est de l'activité physique, ça peut être très bénéfique pour le sommeil, mais il faut faire attention à différents facteurs. Si on s'entraîne trop intensément et trop près de l'heure du coucher, bien, ça va avoir un effet négatif sur notre sommeil. Si on s'entraîne le matin, ça peut être très bénéfique pour notre santé mentale, physique en général, mais c'est trop éloigné de la période de sommeil pour en bénéficier sur le plan sommeil. Donc, le meilleur moment pour s'entraîner, c'est en fin de journée ou en début de soirée. Et ce qui se produit, c'est que l'activité physique a pour effet de réchauffer la température corporelle et quelques heures plus tard, il va y avoir un effet de rebond, de refroidissement. Et on sait que la nuit, notre température corporelle diminue. Donc, si on veut pairer cet effet de refroidissement-là avec le moment où on va se coucher, on va en bénéficier. Et chez les personnes âgées qui perdent en qualité du sommeil, il y a des études qui ont clairement démontré que ça pouvait les aider à préserver une meilleure qualité de sommeil. Je vous ai dit tout à l'heure, thérapie cognitive comportementale. Bien, en fait, ce que je viens de décrire, c'est un peu des éléments qui vont être abordés si vous allez consulter un professionnel de la santé qui offre cette thérapie-là. Habituellement, c'est offert par des psychologues. Ça se présente dans le cadre d'une psychothérapie brève qui est très structurée et qui cible les habitudes, les croyances et les inquiétudes reliées au sommeil. Donc, c'est très axé sur la résolution de problèmes. Qu'est-ce qui contribue à perpétuer mon problème de sommeil? C'est la thérapie qui est recommandée que l'insomnie se présente seule ou de manière concomitante avec un autre trouble psychologique ou physique. Et c'est vraiment ce qui est recommandé comme approche de premier recours, non seulement par les psychologues, mais même des associations de regroupement et regroupements de médecins spécialistes du sommeil. C'est ce qu'on recommande pour l'insomnie chronique avant les somnifères ou en combinaison avec les somnifères, mais c'est vraiment l'approche à privilégier. Il est clair que ça ne produit pas des effets aussi rapidement que les somnifères, mais les effets sont beaucoup plus durables dans le temps. On a fait plusieurs études pour comparer approche psychologique et pharmacologique. Oui, l'approche psychologique demande une bonne dose d'effort, de motivation, mais les résultats sont beaucoup plus durables dans le temps. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai convaincu que le sommeil, c'est vraiment un des trois piliers pour une santé durable et il faut lui donner la priorité qui lui revient. Il ne faut pas banaliser les impacts du manque de sommeil ou de l'insomnie chronique parce qu'il y a plusieurs conséquences dans le long cours. La médication, oui, ça donne un soulagement rapide, mais sa principale indication, c'est vraiment pour l'insomnie très ponctuelle. L'approche psychologique peut prendre plus de temps, mais elle produit des effets beaucoup plus durables dans le temps. Et attention aux recettes miracles. On a vu toutes les recherches qui se font sur Google pour insomnie, là. Il y a tellement de solutions qui sont offertes, mais il y en a tellement peu qui sont appuyées de données probantes. Alors, soyons prudents avec les recettes miracles. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Pour les personnes qui aimeraient avoir des ressources additionnelles, je vous invite à consulter notre site web. C'est le www.CETS pour Centre d'études des troubles du sommeil.ulaval.ca.
Sur le site, vous allez trouver des ressources que vous pouvez télécharger. Il y a également même des références de professionnels, surtout dans la région de Québec, qui offrent la thérapie cognitive comportementale. Je peux même faire une petite publicité. J'ai publié un livre de vulgarisation qui s'appelle Vaincre les ennemis de sommeil, mais je pense qu'il est bien apprécié. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est publié. La troisième édition est parue au printemps. Les gens l'apprécient beaucoup comme point de départ pour les accompagner dans ce processus-là. Et ça ne remplace pas une consultation professionnelle si vous jugez que vous avez besoin d'un guide ou d'un coach pour implanter cette démarche-là. Médication souvent plus accessible que la psychothérapie. Existe-t-il un accès à un service gratuit? Il y a plusieurs programmes d'aide aux employés qui offrent ce type de service-là. Je pense que si on tourne 10 ans en arrière, effectivement, il y avait très peu de services accessibles, même avec paiement. Aujourd'hui, il y en a un peu plus et il y a certaines cliniques externes d'hôpitaux qui vont offrir les services de consultation avec un psychologue qui est formé pour traiter les problèmes de sommeil. Comme je vous ai dit, sur notre site web, le cets.ulaval.ca, vous allez avoir quelques ressources. Mais effectivement, c'est un peu un paradoxe hein, que, surtout au Québec, si on a un problème de sommeil, puis on déconseille en quelque sorte la médication à long terme. Mais si on va consulter notre médecin, c'est couvert par la RAMQ. Mais si on va voir un psychologue, ben, c'est pas toujours couvert et pourtant c'est une solution à plus long terme. Donc, évidemment, je suis psychologue de formation, mais je fais pas juste prêcher pour ma paroisse, croyez-moi. Je pense que c'est ce que les gens veulent, c'est ce que les gens ont souvent besoin lorsqu'ils vivent un problème d'insomnie chronique. Quels sont les effets de la mirtazapine sur l'architecture du sommeil? Oui. La mirtazapine, c'est un antidépresseur qui a des effets sédatifs. Il n'y a pas d'indication pour traiter l'insomnie, mais c'est tout de même très utilisé hors indication. Alors, il y a la mirtazapine, puis il y a aussi le Désirel ou la trazodone. Donc, c'est deux antidépresseurs, ça, qui ont été conçus initialement pour traiter la dépression, mais les deux produisent des effets sédatifs. Donc, il y a certains médecins qui vont préférer prescrire ces médicaments-là parce qu'il y a peut-être un petit peu moins d'effets d'habituation que si on prend une benzodiazépine comme l'Ativan, le Restoril et ces molécules-là. Les effets sur la physiologie du sommeil, habituellement, les antidépresseurs vont avoir pour effet de réduire le temps qu'on passe en sommeil paradoxal ou en sommeil de rêve. Donc, c'est la même chose pour la plupart des somnifères. Ils peuvent améliorer ce qu'on appelle le délai d'endormissement, la continuité du sommeil, mais lorsqu'on regarde la physiologie du sommeil, à peu près tous les médicaments vont avoir des effets, et ce n'est pas toujours des effets souhaitables. Pour la mirtazapine spécifiquement, on n'a pas beaucoup de données là-dessus parce que c'est pas indiqué pour traiter l'insomnie, même si les médecins le prescrivent. Donc, faut voir comment ça fonctionne si on est pris avec un problème d'insomnie chronique. Une autre question, quelle est la qualité des données du sommeil des montres intelligentes? Est-ce que c'est fiable? Oui, ça, c'est une question, je pense que c'est la question la plus fréquemment posée quand on donne une conférence sur le sommeil. On sait que le marché est inondé de ces bracelets intelligents et des montres intelligentes. Je vous dirais que ça peut être utile, ça peut être utile pour nous sensibiliser à l'importance du sommeil, au même titre que ça nous sensibilise à l'importance de bouger pendant la journée, euh, et même pour la nutrition. Donc, dans ce sens-là, ça peut être très utile. Là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est lorsque un bracelet intelligent va nous dire exactement à quelle heure aller se coucher, à quelle heure se lever, puis il va nous renseigner sur nos cycles de sommeil. Je vous dirais que la recherche, en fait, ces appareils-là sont souvent commercialisés avant d'avoir des données probantes pour bien appuyer ce qu'on dit de ces appareils-là. Alors, je pense qu'il faut prendre ça comme un petit grain de sel. Et il y en a que c'est tellement pointu comme consigne qu'il nous amène quasiment à développer une obsession par rapport à notre sommeil. Il y a des consignes toute la journée, puis
à un moment donné, oui, on veut donner au sommeil l'importance qui lui revient, mais il ne faut pas que ça vienne en quelque sorte contrôler notre existence au complet. Pour quelqu'un qui utilise de la mélatonine de façon régulière, comment faire pour diminuer ou encore arrêter? Alors, peut-être quelques mots sur la mélatonine. Donc, c'est une hormone qu'on produit naturellement la nuit. Notre cerveau produit cette hormone-là, mais uniquement si on est dans la noirceur. Si on s'expose à une lumière vive, la nuit, ça va réduire la production de mélatonine. Donc, tout à l'heure, je disais, il faut sortir du lit si on n'arrive pas à dormir, mais il faut faire attention. Il faut s'engager dans une activité de détente et peut-être avec une petite lumière tamisée, mais pas une lumière trop forte. Donc, il y a des compagnies qui produisent une formule synthétique de mélatonine. Puis je dirais que pour les problèmes d'insomnie, c'est pas très utile. C'est surtout, il faut voir ça, on appelle ça un chronobiotique. Ça peut aider à régulariser nos horaires de sommeil. Donc, pour contrer le décalage horaire, peut-être pour les travailleurs de nuit qui veulent travailler de jour, qui veulent dormir de jour, ça peut avoir une certaine utilité, mais pour traiter l'insomnie, c'est de très peu d'utilité. Maintenant, la question était, qu'est-ce qu'on fait pour s'en défaire? Ben, je pense qu'il faut y aller graduellement. Que ce soit un produit ou un autre, là, quand on s'est habitué à l'utiliser à toutes les nuits, et peut-être qu'au début, ça a eu un effet bénéfique, ben, ça peut être un peu plus difficile. Mais si on parle de mélatonine, on coupe la posologie de moitié, après ça en quatre. Après ça, on introduit des congés de médicaments, surtout la fin de semaine, lorsqu'on n'est pas préoccupé de notre fonctionnement pendant la journée, le samedi ou le dimanche. Mais il faut y aller graduellement. Puis, si c'est avec un somnifère, ben là, il faut le faire avec notre médecin qui l'a prescrit ou encore avec un pharmacien. Les pharmaciens sont très bien habitués d'aider les personnes qui veulent faire un sevrage. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter d'autres professionnels de la santé. Si je dors, par exemple, 6 heures par jour et je fais une sieste le jour de 1 heure, est-ce que ça correspond à 7 heures de sommeil par jour? Là, on va présumer que c'est 6 heures par nuit plus 1 heure de sieste le jour. Euh, C'est pas précisé, mais on s'en Ouais. doute. Ah, c'est certain que une personne qui obtient tout son sommeil dans un seul bloc, habituellement, va se dire plus satisfaite de son sommeil que lorsque le sommeil vient en 2 ou 3 blocs. Mais quelqu'un qui doit fonctionner sur un horaire particulier ou qui n'arrive pas à avoir plus que 6 heures de sommeil la nuit et qui fait une sieste le jour pour 1 heure et que ça n'entraîne pas de conséquences en termes de reprise des activités, ben, je pense que ça peut être une bonne façon d'aller chercher le nombre d'heures de sommeil qu'on a besoin. Mais il est clair que pour les travailleurs de nuit, c'est très difficile d'aller chercher un 6-7 heures de sommeil en ligne, donc ils n'ont souvent pas le choix. Ils vont aller chercher un 3-4 heures quand ils rentrent à la maison le matin. Peut-être qu'ils vont vaquer à leurs occupations l'après-midi, puis ils vont faire une bonne sieste en soirée avant de retourner au travail. Ça va combler un certain besoin de sommeil, mais c'est définitivement pas aussi satisfaisant et aussi reposant qu'un sommeil obtenu dans un seul et même bloc. Que pensez-vous de la sophrologie? Moi, je connais peu, puis c'est populaire en France, mais disons que c'est pas. Je pense que c'est préférable d'aller avec des approches thérapeutiques qui sont bien appuyées de données probantes. Ce qui touche la sophrologie ou différentes formes de thérapie d'intervention non pharmacologique. Allons-y donc avec les approches qui sont appuyées de données probantes. Et il y en a, que ce soit pour le sommeil, l'anxiété ou la dépression, il y en a. Comme je le disais tout à l'heure, attention aux recettes miracles. Que suggérez-vous aux travailleurs, par exemple les travailleurs de la santé qui ont des horaires atypiques et irréguliers? C'est vraiment un groupe qui ont beaucoup de problèmes de sommeil. Quand on parle d'horaire atypique, ben, ça veut dire une semaine, on travaille sur un quart de nuit, une autre semaine, un quart de soir, après ça, on va sur le quart de jour, ou bien on fait des 12 heures, quart de nuit, soirée, nuit, jour, soirée. C'est vraiment difficile. Comme je l'ai mentionné plus tôt, là, les humains, on est fait pour dormir de nuit et être actifs pendant la journée.
Donc, au départ, dès le moment où on va à l'encontre de ça, ça risque d'engendrer des problèmes de sommeil. Ceci étant dit, il y a des choses qu'on peut faire. Euh, pour les personnes qui font le quart de travail de nuit, disons de 11 heures à 7 heures du matin ou minuit à 8, c'est très important pour ces personnes-là de rentrer à la maison aussitôt que le quart de travail est terminé, peut-être manger un petit peu, voir les autres membres de la famille, puis aller se coucher le plus rapidement possible. Il ne faut pas faire des courses puis arriver à la maison à 11 heures le matin. Il faut aller chercher tout le sommeil qu'on peut aller chercher dès le matin parce que notre système est encore en mode sommeil. Donc, on peut arriver à dormir de 8 à midi, 8 à 1 heure peut-être. Et là, à partir de 13 heures, on est en mode éveil. Ça devient beaucoup plus difficile de rester endormi pendant cette période-là. Donc, si une personne rentre à la maison, mais qu'elle ne se couche pas tout de suite, elle veut profiter de son avant-midi, puis là, vers 11 heures midi, elle n'arrive plus à rester éveillée, elle va aller se coucher, mais elle va peut-être être réveillée à 2 heures de l'après-midi. Puis là, elle va forcer la note. Donc, c'est préférable d'aller chercher tout le sommeil qu'on peut en avant-midi, puis peut-être de refaire une longue sieste en soirée avant de retourner au travail. C'est sûr que quand on veut avoir une vie familiale, une vie sociale, c'est pas toujours très compatible. Donc, il faut faire des ajustements pour que les gens avec qui on vit fassent des ajustements. Puis après ça, bien, je pense qu'il faut protéger notre sommeil aussi. Euh, il est peu probable qu'on ait un appel la nuit, à moins que ce soit une urgence, mais les gens ne savent pas toujours sur quel quart de travail on travaille. Donc, il faut protéger notre sommeil. Donc, fermer la sonnerie du téléphone, à la limite, je vais recommander à certaines personnes de se construire un genre de bunker au sous-sol l'été pour être à l'abri de la lumière du jour, des bruits des tondeuses de voisins. Il faut protéger notre sommeil. Puis après ça, ben, il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire des quarts de 12 heures plutôt que 8 heures. Donc, ils vont faire 3 jours, ils vont avoir 3 jours de congé ou quelque chose du genre. C'est sûr, quand on change de quart de travail à toutes les semaines, c'est comme si une semaine, on était à Québec, une autre semaine, on va être en Europe, et une autre semaine, on va être en Asie. C'est extrêmement difficile. Notre système circadien est constamment à se réajuster. Puis on le voit quand on voyage. On prend juste l'exemple, on fait un voyage à Paris ou à Londres, peu importe, il y a 6 heures de décalage. Ça fait à peu près une journée par heure de décalage pour s'habituer au nouvel horaire local. Donc, si on est parti juste une semaine, on n'en profitera pas pleinement. Et c'est la même chose pour les travailleurs sur des horaires atypiques. Et il faut essayer de voir avec l'employeur comment on peut mieux gérer ça. Mais récemment, il y avait, je sais pas, un article que j'ai lu, je me rappelle pas en lien avec quel hôpital, mais on disait que il n'y avait plus trop de problèmes de combler les horaires de travail lorsqu'ils laissaient les infirmières choisir entre elles ou eux les horaires qui leur convenaient. Donc, un peu moins d'imposition forcée. Mais c'est ça. Donc, c'est pas une situation facile, mais il y a vraiment plusieurs facteurs à prendre en compte.